Ouais, ça vient-tu? On fait le podcast? Arrête! Bienvenue au Centre Immobilier Podcast. Le podcast qui fournit aux entrepreneurs passionnés par l'immobilier l'inspiration nécessaire pour réaliser leurs projets avec succès. Aujourd'hui, on reçoit Alex Foltran, ingénieur en structure ici au Centre Immobilier, qui travaille pour Côté-Jean. Exactement. C'était un podcast qui était rempli d'informations utiles. On a parlé tellement de beaucoup de choses, Code national du bâtiment, la structure en général. C'est quoi l'ingénierie? Vraiment intéressant. Vous ne pouvez pas sortir de ce podcast-là sans avoir appris au moins une information pertinente. Exactement. Donc, merci beaucoup, Alex, pour tes connaissances. On tient à remercier aussi notre partenaire principal, L'usine, qui meuble en fait les centres immobiliers, nos maisons modèles des constructions Renaud Plourde. C'est vraiment des super beaux meubles qui sont approuvés par une designer en intérieur. et confortable. Donc, merci, l'usine. Merci. Bienvenue Alex. Hey, merci. Ça va bien? Ça va super bien. J'étais content d'être là. Oui. On est vraiment contente que tu sois là aussi parce que, en fait, tu fais un métier qui est très peu connu des gens. En fait, ton day-to-day, donc ça nous intéresse énormément. Puis on est vraiment contente de t'avoir avec nous. Oui, merci. On dirait qu'on sait toutes que des ingénieurs, ça existe, mais réellement, Le type d'ingénieur. ben c'est ça. Tellement large. Exactement. On dirait qu'on ne sait pas à quel point, justement, c'est comme poussé, là, votre profession. Ah, ben à quel point il y en effectivement, a. là, c'est vraiment large. Il y a juste à regarder les programmes qui sont disponibles dans les bacs en génie, là, dans Ouais. les universités. Il y en a vraiment beaucoup, mécanique, Ouais. civil, électrique, chimie, tout ce que tu veux. Ouais. Puis, moi, en fait, dans tout ça, j'ai choisi génie civil, là. C'est vraiment ce qui m'allumait. Puis, je te dirais, la raison de ça, c'est le côté... Pour moi, ça paraissait inaccessible au début, là. Tout ce qui était faire des bâtiments, des structures, comprendre comment ça marche. Ça a l'air tellement gros, tu sais. Ben, puis- c'est ça. Ça me dépassait. Ouais. Fait que c'est ce qui m'a attiré. J'ai commencé le bac là-dedans. Puis je suis encore là aujourd'hui. J'ai jamais décroché, là. Je travaille dans ça, puis j'ai énormément de plaisir à apprendre tous les jours. OK. Peux-tu nous parler un peu de toi et ton parcours en tant qu'ingénieur en structure? Oui, ben... Tu travailles où? Qu'est-ce que tu manges le matin? Ouais, qu'est-ce que je mange le matin? Ça va être des toasts. Je ne comprendrai pas grand monde, c'est assez classique. Je travaille chez Côté-Jean et Associés. Donc, je suis ingénieur en structure, chargé de projet. Puis, je te dirais, depuis pas très longtemps, je commence à aussi prendre un peu plus de projets multidisciplinaires. Parce qu'en fait, quelque chose qu'on aime beaucoup faire chez Côté-Jean, c'est offrir des services d'ingénierie complets pour des clients. Donc, c'est-à-dire la structure, le bâtiment, le génie civil, tout ce qui va être autour, les stationnements, comment on connecte le bâtiment au réseau de la ville. Puis aussi toute la mécanique du bâtiment, ventilation, chauffage, tout ça. Donc, je suis très curieux. Puis en ce moment, ceux qui font les frais de ma curiosité, c'est mes collègues en mécanique du bâtiment. Ah ouais, hein? Dès que je peux leur poser des questions, là, je leur vois littéralement du temps. Là, j'ai un gros plaisir à faire ça. Puis je trouve que ça apporte quand même beaucoup de valeur sur un projet d'être capable de voir en dehors de sa propre discipline. Oui, le big picture, j'allais dire. Là, Moi, mais, c'est ça. Ouais. On aura probablement la chance de reparler de ça, là. Ouais. Donc, essentiellement, c'est ce que je fais présentement chez Côté-Jean. Donc, ingénieur en structure. On fait des plans, on peut faire des expertises. Ça touche vraiment beaucoup de choses. Ça peut être du multilogement. Il y a aussi des projets plus particuliers. Ça peut être des tours, des quais flottants pour des marinas, par exemple. On a eu un projet comme ça cette année. Donc, c'est pas mal OK. le côté récent de la chose, là, côté professionnel de mon côté. Puis ça fait combien de temps que tu es ingénieur? Puis c'est où tu as étudié? Puis... Oui, j'ai étudié dans la région de Québec, Université Laval. Parfait. Donc, bac en génie civil. Ça fait bientôt une dizaine d'années déjà. Ça passe vite. Ouais, le temps passe vraiment vite. Puis, en fait, ce que j'aime beaucoup de mon début dans le génie civil, c'est que, je prenais l'autobus pour l'université, puis je passais toujours devant le même chantier sur route de l'église. Puis un beau jour, je me suis dit, hey, je vais débarquer, je vais aller voir, tu sais, avec mon sac à dos d'étudiant, tout ça, je vais aller voir ce qui se passe sur le chantier. Je rentre dans la roulotte, puis là, je demande, tu sais, c'est quoi le projet, c'est qui travaille là-dessus, tout ça. Hey, t'es courageux quand même. Ouais, j'ai vraiment pris mon courage à Ouais. deux mains. Ça m'a quand même plusieurs fois servi dans la vie, mais surtout à ce bout-là. Puis ça m'a permis de découvrir que l'ingénieur qui travaillait sur le projet, la firme, avait un prof qui donnait des cours à l'université. Puis ça donnait que cette année-là, ce prof-là, je suivais un de ses cours. Ah ouais? Donc j'ai quand même eu un contact. OK. Ça m'a motivé à travailler encore plus fort dans ce cours-là. Puis c'est comme ça que j'ai décroché mon premier stage. Et puis ça a ouvert la porte, en fait, sur la structure.
Ben oui, c'est ça. Hey, c'est tellement intéressant. Ouais, C'est tellement courageux d'avoir ouais, comme... c'est un très bon souvenir. Ouais, surtout quand t'es étudiant, là, je veux dire, souvent, t'es comme un peu... T'as le syndrome d'imposteur aussi un petit peu encore, là, vu que t'es pas Ouais, officiellement ingénieur, t'es étudiant. Puis par rapport à ça aussi, quand tu sors de l'université, t'es candidat à la profession d'ingénieur, t'es pas tout de suite ingénieur. Tu peux nous parler un exactement. petit peu de comment Ouais. ça fonctionne, ça? C'est vrai que maintenant, on appelle ça candidat à la profession d'ingénieur, CPI pour l'acronyme. Quand je suis sorti de l'école, c'était ingénieur junior qu'on appelait. Puis en fait, quand tu sors du bac, tu peux faire toutes les tâches d'un ingénieur si tu es sous sa supervision immédiate. C'est OK, c'est clairement ça. défini comme ça au niveau de l'ordre des ingénieurs, l'exercice que tu peux faire, ta pratique. Donc, à partir de là, en fait, tu réalises des projets en équipe avec un ingénieur qui va te donner les guidelines de comment commencer ton projet, les choses à vérifier, tout ça. Puis c'est là, en fait, c'est le moment d'apprendre. Là. J'ai passé par là, en fait, puis c'est les meilleurs moments pour poser des questions. Ouais, hein. Parce que la seule chose qu'on attend de toi, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je veux juste que les gens soient curieux autour de moi, puis que je sente qu'ils veulent faire le projet, qu'ils veulent apprendre, puis qu'ils osent déranger. Je trouve que c'est la plus belle qualité, en fait, d'être curieux dans notre métier. Mm. Parce qu'on nous demande d'avoir une réponse à beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas la réponse immédiatement. Tellement. Tu sais, on fait des études pour ça pendant quand même assez longtemps, puis on ne peut pas avoir la réponse en claquant des doigts. Ça, c'est l'expérience, ça vient après. Ouais. Mais quand on est junior, CPI, la plus belle qualité, c'est la curiosité. Là. Ça, j'encourage vraiment ça. Puis c'est après, excuse, Rach, c'est après comme 1 an et demi, je pense, que tu deviens ingénieur, c'est ça? Ou c'est un nombre d'heures? C'est 1 an et demi, 2 ans. CPI, je le maîtrise un peu moins. Puis après, ça va dépendre aussi si tu as fait un stage, si tu as Ouais. fait une maîtrise, ça peut raccourcir OK. la période. Parfait. Puis, tantôt, tu nous parlais un petit peu des projets que tu gères. En fait, tu parlais d'immeubles à logement. Mais, Oui, tu sais, là, quand tu parles d'immeubles à logement, on parle pas d'un 6, là. On parle des gros immeubles. il y a toutes les tailles, effectivement. En ce moment, il y a un chantier qui a été lancé, un très gros projet qu'on a. En fait, c'est avec un client qui fait 2 projets en parallèle, très gros multilogement, logement abordable qu'on appelle. Oui. Donc, il y a un chantier qui est à Rimouski, il y en a un autre qui est à Montréal. Puis là, c'est vraiment plusieurs centaines de portes. C'est tout ça. en Donc, béton. côté gens, vous êtes plus spécialisé dans des gros immeubles. Vous faites pas de résidentiel, vraiment comme un... Vous feriez pas une maison. C'est vraiment plus des gros projets. On parle d'immeubles commerciaux, d'immeubles... En fait, je te dirais qu'on fait un peu toutes les tailles. C'est sûr que le résidentiel, c'est un peu plus difficile de faire que ce genre de projet-là. Parce qu'en fait, notre quotidien en tant que firme de génie conseil, c'est de faire des plans pour des Oui. projets. Puis la tendance des projets résidentiels, c'est que ça occupe beaucoup plus d'ingénieurs ou de chargés de projet pour répondre à des questions très précises, des expertises, savoir qu'est-ce qui va pas bien dans un bâtiment. Puis après ça, faire un détail de réparation ou ce genre de choses. Puis, parmi tous les projets que tu as faits, Oui. est-ce que tu as un projet qui t'a vraiment marqué? Oui, il y en a un. C'était une expérience très enrichissante, difficile. Je pense qu'on peut mettre tous les fameux mots. C'est positif? Alors, c'est positif. C'est juste un peu avant la COVID, en fait. Là. Ça dresse un portrait imposant, mais ça a tellement été enrichissant. Là. C'est les fameux projets Maison des aînés qui ont été lancés par le gouvernement du Québec. Donc, en fait, j'ai travaillé sur une des premières, une des plus grosses qui s'est faite en 2021, 22, 23. OK. C'est un projet tout en béton, 192 chambres. Donc, en fait, il faut le voir vraiment comme des chambres que des personnes vont venir résider à temps plein dans ces résidences-là, recevoir des soins. Maison des aînés, ça le dit un peu. Puis, c'est des projets, ça se rapproche quasiment d'un hôpital, en fait, là, dans la fonction, Ben la oui, manière tellement. que c'est conçu, Ouais. l'envergure du projet. Ça a été très rapide au niveau de la production des plans, très technique aussi. Puis, c'est là que j'ai été poussé dans mes retranchements, puis que j'ai pu compter sur... j'ai réalisé encore plus que d'habitude la valeur d'une équipe et d'être bien entouré. Puis, Ouais. tu sais, des gros projets comme ça, c'est pas seulement de penser à la structure, mais en tant qu'ingénieur, il faut que tu penses aussi à l'optimisation des pièces, puis au fond, tu sais, à l'utilité du bâtiment en tant que Ouais, tel, ben, en quand tu fait, fais les plans. sur des gros projets comme ça, une personne, ça va être une goutte sur tout le travail qu'il y a à accomplir. Donc, en fait, c'est un énorme travail d'équipe, autant avec les architectes, les ingénieurs en structure, mécanique, le client les mêmes et tous les experts qui pourraient rentrer là-dedans. Parce que c'est pas juste un bâtiment, une fonction, la disposition des pièces. C'est tout ce qui va lui permettre de remplir le besoin initial de loger des personnes dans une maison Ouais. des aînés dans ce cas-là. Donc, vous travaillez souvent, justement, de concert avec les architectes.
Même Oui, avec d'autres Et- firmes de oui, génie c'est aussi. ça. oui. Ben, en fait, pratiquement toujours. Ouais. Les architectes, on travaille toujours avec eux. Puis je te dirais, leur rôle initial, là, c'est eux qui commencent le projet, qui définissent les besoins principaux avec le client. C'est-à-dire quel type de bâtiment tu as besoin. Est-ce que c'est plus un garage? Est-ce que c'est un multilogement? Ça reste assez simple de définir le projet de base. Oui. Mais après, c'est de reconnaître quelle direction doit prendre le projet, quelles réglementations sont applicables qu'il faut respecter dès le début, c'est dresser un plan de match. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut impliquer un ingénieur en structure quand même assez rapidement pour confirmer que les solutions à ces besoins-là sont réfléchies d'avance pour qu'il y ait des impacts positifs après ça en structure, en mécanique, puis que les choses fonctionnent bien ensemble. Oui, parce que quand on parle de mécanique, c'est tout ce qui est ventilation. Tu sais, il faut qu'un ingénieur pense à comment, dans le bâtiment, ça va. Oui, absolument. Donc, mécanique, c'est un grand mot qui englobe plusieurs disciplines. Souvent, sur les projets en structure, je travaille avec mon équipe, ingénieur, dessinateur. Puis en mécanique, il va y avoir plusieurs ingénieurs parce que c'est une très grosse discipline. Donc, il y a effectivement ventilation, chauffage, l'électricité, la plomberie. Puis après, on peut pousser un petit peu plus loin. Il peut y avoir tout ce qui est télécom. Donc, en fait, le réseau, les caméras, tout ça. Donc, un scénario idéal, en fait, c'est un architecte qui va présenter son projet, qui va valider la faisabilité avec un ingénieur quand même assez rapidement. Puis je parle d'ingénieur structure et mécanique ensemble pour au moins définir les grandes lignes, par exemple, de quel type de plancher on va choisir, où est-ce que la mécanique va passer dans tout ça pour optimiser aussi la hauteur du bâtiment. Puis l'objectif final, c'est vraiment d'éviter les surprises en chantier. Oui, puis C'est surtout optimiser ça. aussi les coûts, je pense, parce que Oui, les ingénieurs, vous avez peut-être plus conscience de la disposition des poutres. Puis de... oui, effectivement, c'est vraiment un bon point. En fait, un projet qui est bien réfléchi dès le départ, c'est nécessairement un projet qui va être économique. Parce que quand il y a des défis à remplir sur un projet qui ne sont pas nécessairement nécessaires, c'est-à-dire le classique, je veux une grande aire ouverte, vraiment super grand, je veux pas de mur, je veux pas de colonne, je veux rien. Oui, Ben, dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que ça prend une structure qui est quand même assez lourde au niveau de la toiture ou d'un plancher pour franchir des grandes distances sans colonne, sans mur. Mm. Ben, ça en a un coût sur un projet. Après ça, deuxième obstacle principal qu'on rencontre, c'est les fameux on veut des fenêtres partout. Mm. Le meilleur endroit pour contreventer un bâtiment, c'est les murs extérieurs. C'est le fun d'avoir de la lumière, Mhm. mais je pense encore plus le fun quand ça tient debout. Quand il n'y a pas de fissure. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça. Fait que, moi, j'aime beaucoup les murs, j'aime un peu moins les fenêtres. Donc, tout ça, c'est des choses à réfléchir dès le début pour être sûr que les fenêtres qu'on a, c'est celles qui ajoutent vraiment de la valeur au projet, puis lesquelles on peut libérer pour me permettre de faire un travail économique. C'est ça. Donc, si je comprends bien, à quel moment un client devrait engager un ingénieur en structure, ça serait le plus tôt possible? Le plus tôt possible, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux techniques dans un projet. L'architecte s'occupe surtout de la fonction du projet, la volumétrie qu'on appelle, sa forme, tout ça. Mais après, une fois qu'on définit ces besoins-là, il faut toujours se questionner sur comment qu'on va le réaliser, quel type de structure. Est-ce que ça va être du béton? Est-ce que ça va être du bois? Structure d'acier? Pour quelles raisons? Après ça, on peut aussi parler des modes de chauffage, de ventilation qui vont avoir une influence aussi sur les choix en structure. Donc, il y a Ouais. quand même beaucoup de choses à régler rapidement au début de projet pour savoir dans quelle direction avancer pour avoir des coûts qui sont raisonnables. En fait, raisonnables, c'est plus qui sont dans les budgets. Oui. Parce qu'un projet flyé en architecture, ça se fait, c'est pas impossible. Mais il faut juste que ce soit, que ça corresponde en fait avec le budget Ouais. de l'investisseur, du client. C'est ça, le but, c'est pas nécessairement d'optimiser les coûts tout le temps. Par contre, il faut que ça fasse du sens avec le but. C'est ça, il faut que ça corresponde aux besoins initiaux. Si on trouve des Ouais. pistes d'économie, c'est sûr qu'on va les mentionner. Mais des fois, la piste d'économie qu'on va trouver peut tout simplement faire en sorte que le projet ne corresponde plus à la vision initiale. Oui. C'est ça. Puis quand on parle de le plus tôt possible, est-ce que ça veut dire que c'est en même temps que le client rencontre l'architecte pour rencontre préliminaire, par exemple, comme on a fait justement sur un projet il y a quelques semaines Oui, déjà? Là? c'est vrai, le projet qu'on a commencé ensemble, c'est un très bon exemple. Ouais. Tu vois, c'est venu assez rapidement. Puis en fait, je vais juste prendre un cas général. Le client va rencontrer son architecte, vont valider les premiers besoins. On va prendre un hôtel, par exemple, un agrandissement d'hôtel. On sait déjà qu'on veut une trentaine de chambres, on l'agrandit à tel endroit, on va prendre telle place dans tel stationnement. Mais après ça, c'est là que ça devient vraiment pertinent d'engager les conversations rapidement pour savoir, on parle d'un agrandissement. Donc, est-ce qu'on peut se connecter sur la plomberie existante?
Est-ce que les panneaux électriques sont assez puissants pour alimenter une trentaine de chambres de plus? Si ce n'est pas le cas, comment qu'on le fait? Donc, ces choses-là, je te dirais, les réponses à ces questions-là, ça ne va pas affecter le concept architectural, là. Mais ça permet tout de suite d'avoir des attentes réalistes au niveau du budget sur un projet, de réaliser tout ce qui peut s'en venir, plutôt qu'à l'inverse, qu'on soit appelé à la fin d'un projet, quand les plans pour permis sont déjà émis, qu'il y a des promesses qui ont été faites, des attentes qui ont été... Oui, puis là, tu rêves à ton Ensuite, projet, puis c'est comme, oh my God, c'est c'est parfait. ça. Mais est-ce que c'est vraiment faisable? Ouais. Après, tu arrives un peu avec le rôle de celui qui a peut-être des mauvaises nouvelles Oui, au t'es niveau le méchant. budgétaire. T'es le méchant de la C'est gang. Mais ça. tu passes pour le méchant de la gang, tu sais. C'est Ouais. plate. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que je dis le plus tôt possible. Ouais. Puis en fait, bien partir un projet, c'est même pas une question de temps pour nous. Tu sais, il y a des réflexes qu'on connaît avec l'expérience. Donc, tu sais, en quelques heures, on peut juste donner un guideline, là. Même toi, par exemple, sur un projet, tu peux me passer un coup de fil d'une heure. Ça fait toujours plaisir de regarder le plan dans son ensemble. Puis je vais te dire tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ouais. Fais attention à ça. Si tu veux, je peux travailler un peu plus avec toi, mets-moi en contact avec ton client. Puis là, peut-être qu'on va faire un petit mandat Oui. à l'heure juste pour être sûr que vous partez dans la bonne direction. Ouais. Puis même si on n'a pas le projet après, c'est pas ça Puis, l'important pour je nous. sais pas pour toi en commercial, puis dans des gros immeubles, si c'est un petit peu la même. Si tu vis la même chose que moi, mais en construction résidentielle, quand on a des clients qui viennent avec des plans d'architecte, souvent les architectes, c'est ça, c'est des rêveurs. Tu sais, ils ont plein de bonnes idées, puis Oui. c'est super. Fait que je comprends que l'ingénieur en structure qui arrive après puis qui dit ouais, non, ça, c'est pas vraiment possible, mais c'est Mm. souvent toi qui peux peut-être couper l'herbe. Sous le Ben pied. oui, ça, c'est une autre gamme de défis. Je vais appeler ça les maisons d'architectes. Ouais. J'ai eu la chance, puis je pèse vraiment là-dessus, c'est vraiment la chance, je trouve, d'avoir l'occasion de faire ce genre de projet-là. En tout cas, en ingénieur en structure, moi, mes défis, là, c'est d'être capable de faire quelque chose qu'au début, on pense impossible. Oui. Ouais. Ça c'est le côté Ouais. inaccessible Ouais. qui a fait que j'ai étudié dans ce domaine-là. Donc, c'est des projets qui prennent du temps. Tu fais pas un projet comme ça nécessairement pour te dire que tu vas faire beaucoup d'argent, tout ça. Le plaisir est plus personnel dans ces projets-là. Puis il faut La avoir, satisfaction d'avoir ça. réussi. faut avoir un certain profil. Il faut être prêt à s'engager personnellement dans le projet, je te dirais, avec l'architecte et le client. Ça amène une dimension aussi que tu travailles sur un projet que la personne qui veut ce projet-là va l'habiter elle-même. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui Mm. va ensuite La louer des revendre, locaux ouais. pour un commerce ou le revendre ensuite. Mm. Ouais. Donc, c'est des projets qui sont très techniques, très exigeants. Puis c'est là justement qu'il faut respecter la vision architecturale, sinon le projet n'a plus son Ben moi, sens. c'est ça. Ce matin, dans le fond, j'avais une rencontre avec une architecte qui veut qu'on lui bâtisse sa propre maison. Fait que Ouais. imagine un architecte qui fait son propre plan. C'est tellement détaillé. Tu sais, elle a plein de petites Ah, c'est spécifications, sûr. puis elle sait ce qu'elle veut. Je trouve ça vraiment le fun, puis c'est pertinent. Puis, tu sais, c'est des plans souvent qui sont hors de l'ordinaire. Ouais. Fait que c'est sûr que dans le commercial, ça doit être encore plus compliqué quand tu reçois un plan d'un ingénieur d'un bâtiment qui est un peu flyé. Ça doit être quand même un... Ce qui nous aide un peu dans le gros commercial, c'est que souvent les clients sont plus expérimentés aussi eux-mêmes dans la gestion de leur projet. Oui. Ils sont déjà suffisamment entourés pour savoir quelle recette a tendance à fonctionner, laquelle risque de leur amener un lot de défis. Donc, ils sont capables de travailler avec l'architecte déjà, de préparer un peu le terrain pour nous si on veut. Mais ça reste que je trouve qu'on a toujours une valeur ajoutée dans un projet, à être contacté assez tôt pour valider certains points. Puis est-ce que tu peux vraiment nous expliquer la différence entre un ingénieur en structure et un architecte, juste pour que les gens qui nous écoutent puissent vraiment comprendre la Oui. distinction entre les deux? Ben, je vais répondre à cette question-là plus sur une base technique. Donc, en fait, sur des plans d'architecte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sur Oui. des plans d'ingénieur, c'est quoi qu'on va retrouver également? Parce que ça prend les deux, dans le fond. Ça prend les deux. Ça prend les deux. C'est ça. Donc, sur un plan d'architecture, on va retrouver naturellement les plans d'intérieur, le design, tout ça, comment ça va être aménagé. On va retrouver des élévations. Ça, c'est les vues de l'extérieur du bâtiment, quels matériaux sont choisis. Un aspect qui est super important que les gens ne réalisent pas, mais tout ce qui est sécurité du bâtiment, les distances de parcours d'issue. Tu sais, est-ce que tu vas être capable d'évacuer le bâtiment dans un certain nombre de pas? Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est tout ce qui va être réglementaire, en fait. L'architecte va aussi regarder tout ce qui est règlement au niveau de l'urbanisme. Est-ce que tu peux faire 2 étages? Est-ce que tu peux en faire 3? Les matériaux que tu peux utiliser. Exactement, tout ce Mhm. genre de choses-là. Il y a un gros travail réglementaire au niveau de l'architecture. Ouais. Puis après ça, nous, en ingénierie, tu sais, une fois que toutes ces décisions-là sont prises, c'est là qu'on peut arriver puis dire, telle contrainte architecturale, là, le revêtement,
faudrait que tu essayes d'aller chercher une dérogation parce que plus tard, ça va peut-être nous nuire. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en début de projet. Pour revenir sur la question au niveau des plans en ingénierie, c'est là qu'on va trouver le type de fondation. Ça peut être conventionnel, des murs de fondation comme on a dans les maisons, mais à plus grosse échelle pour du commercial. Ça peut être des pieux quand les sols sont de moins bonne qualité. Il y a aussi des techniques d'amélioration de sol, tout ça. Donc, en fait, il y a des pages pour les fondations. Puis après, quand on tourne les pages, on monte des étages à chaque fois. Donc, on va avoir le rez-de-chaussée, on va voir le premier, le deuxième, la toiture. Puis c'est là, sur ces pages-là, c'est les plus importantes, c'est que tu vas voir la dimension de ce qu'on appelle les éléments structuraux. La grosseur des colonnes debout, la grosseur des poutres, ça c'est à l'horizontale. Où est-ce qu'on va avoir des contrebattements? Colonne, poutre. Oui, c'est ça. On confond souvent les deux. Ouais. Pas dans les bureaux d'ingénierie, mais avant d'être Ouais. ingénieur, on confond les deux. Puis après ça, il va tout y avoir le volet parasismique, s'assurer que ça tienne aussi, parce qu'au Québec, il y a des séismes. Ça, c'est quand même des bons séismes aussi. Donc là, je parle vraiment de structure, puis après, on va voir des détails d'assemblage pour connecter des choses ensemble. C'est ça. vraiment, structure, c'est comment on fait pour que ça tienne. Puis, dis-moi si je me trompe, mais tu sais, souvent sur les plans d'architectes aussi, il va y avoir. Parce qu'en architecture, que ce soit les technologues en architecture ou les architectes, vont comment avoir des notions de base là, sur comment calculer les charges, par exemple. Donc, ils vont comme mettre des choses pour dire, OK, ben ça, il risque d'avoir une colonne là ou il risque d'avoir une poutre là, mais voir ingénieur pour justement le calcul. Fait que, tu sais, ça se peut Ouais. qu'il y ait des propositions qui soient faites sur les plans d'architecture, mais qu'au final, c'est à vous de quand même valider l'information puis de faire les plans plus détaillés. Oui, finalement. effectivement, il y a toujours une certaine réflexion qui est faite par les architectes pour faire de la place pour toutes les autres disciplines qui s'en viennent après. Ouais. Tu sais, ils réfléchissent déjà à la hauteur du bâtiment en fonction du type de structure qu'il risque d'y avoir. Tu sais, je te dirais souvent le type de structure est un peu choisi par l'architecte de par son expérience. Il sait ce qui se fait bien pour un garage, ce qui se fait pour un multilogement dans une certaine enveloppe de budget, qualité de projet. Fait que c'est un peu comme ça qu'on choisit les matériaux. Puis après ça, il y a aussi, il va faire des choix sur les espaces libres qu'on va laisser pour faire passer de la mécanique. C'est Ce genre ça. de choses-là, c'est des choses à penser Mhm. également. Pour faciliter votre travail par la Ouais. suite, mais il risque qu'il y a sûrement des modifications qui vont être Puis apportées. c'est ces choses-là qu'on veut valider rapidement au début de C'est projet. ça. Parce que plus on avance avec des hypothèses sans les valider, plus après ça, il faut peut-être Mhm. défaire du travail et des attentes. Définitivement. Quels sont les matériaux ou techniques innovantes que tu vas émerger dans le domaine? Écoute, ce qu'on voit beaucoup qui se développe, puis c'est vraiment une bonne chose, c'est la préfabrication. Historiquement, ça avait peut-être pas une bonne réputation il y a quelques décennies de ça déjà. Bon, il y avait certaines problématiques. Je te dirais, moi, je les ai pas connues. J'étais un peu jeune à ce moment-là. Mais la préfabrication, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des murs qui sont déjà montés avec de l'électricité, de la plomberie. Tu as déjà ton isolation. Parfois, tu peux avoir ton revêtement. Là, je donne des exemples précis, mais de manière générale, en fait, la clé de la préfabrication, son meilleur avantage, c'est que tu le fais en usine. En usine, tu as une constance dans ce que tu fais au quotidien. Tu peux contrôler la qualité de ton travail. Puis tu peux aussi planifier ta production plus facilement. Tu sais que faire telle quantité de tel type de préfabrication, ça me prend une semaine, ça me prend 2 semaines, je le mets sur un camion, je te le livre au chantier. Puis côté C'est ça. entrepreneur aussi, ce qu'on vient de faire en ce moment avec la préfabrication, c'est d'amener des travaux qui seraient faits au chantier. On les fait à l'usine. Donc, on peut un peu travailler en parallèle par rapport à un projet conventionnel que tu montrais tes murs directement au chantier. Fait que tu Tellement. sauves du temps. Puis tu te concentres vraiment sur ce que tu n'as plus le choix de faire au chantier. C'est ça. Fait que tu peux comme multiplier un petit peu les projets. Tu peux en faire plus en même temps, justement, parce Ouais. que... Puis, dépendamment du type de projet, tu sais, il y a des murs qui sont spécialisés pour des types d'usines. Comme il y a EFC, je pense qu'ils font vraiment des murs qui sont plus pour des usines, exemple des congélations ou des alimentaires. Oui, ou, oui. tu sais, versus là, il y a aussi Oikos qui font un nouveau projet aussi de Oui. murs préfabriqués. Je te dirais, Oikos, en fait, ont Sokyo, qui est plus leur Sokyo, branche- oui, c'est ouais, ça, qui ont Sokyo. développement. Oui. C'est un très bon exemple, en fait. J'allais y venir. Mais oui, Des gens de Québec. des gens de Québec, oui, très innovateurs. J'ai hâte de voir leurs produits se répandre un peu plus dans le marché. D'ailleurs, parenthèse, dans le Code national 2020, qui n'est pas encore en vigueur, mais on l'espère bientôt, ils ont ajouté des dispositions pour les murs de refend en CLT. Donc, en fait, c'est des planches de bois qui sont clouées, collées ensemble, pas clouées, collées, dans différentes directions. C'est un matériau novateur. Côté Sokyo, je sais qu'ils s'en servent pour faire de la préfabrication avec déjà de l'isolant intégré dans tout ça. Ils font des chalets.
Je sais qu'ils veulent le développer aussi pour Ouais, faire du bâtiment puis la conventionnel. gang de Sokyo, pour les avoir rencontrés, sont vraiment motivés, là. Oui, oui, c'est des gens engagés, clairement. Oh, Là. oui, vraiment, là. Puis ils sont vraiment passionnés par l'optimisation, justement, de la fabrication des Ouais. murs. Ça apparaît dans leur communication, Mm. effectivement. Là. Puis ça, c'est autant dans le commercial que dans le résidentiel qu'on voit justement les murs préfabriqués. Ouais, mais là, on parle plus Ouais. vraiment de commercial. C'est commercial, c'est ça, ouais. hein? Ouais. Mais dans le résidentiel, ça se fait depuis Oui, plus oui, longtemps. oui. Là. Ça, c'est Résidentiel, quand c'est même plus, connu. Là. Mais oui, en fait, ta première question, c'était le type de mur préfabriqué qui peut exister. Là, tu vas en avoir pour des entrepôts. Les fameux, on les appelle les panneaux sandwich. En fait, c'est des murs qui sont livrés au chantier, déjà isolés, préassemblés, que tu montes sur les côtés de ton entrepôt. Oui. Tu vois ça. Projet en bois, ça se voit aussi dans le résidentiel. Des murs qui sont déjà montés ensemble, Ouais. que tu livres au chantier, tu les installes. Puis après, sur des projets en acier, on en a un peu moins parlé. J'en ai déjà fait, mais un peu moins aujourd'hui. C'est des projets en colombage métallique. Donc, ça ressemble à du 2x6, mais c'est fait avec des feuilles d'acier qui sont pliées ensemble. Puis ça, il y a beaucoup de la préfabrication qui est fait avec. Là. Mm. Ça vient Ouais. littéralement sur des camions, ça se prend bien. Tu as de la structure lourde aussi qui peut être intégrée à tout ça. Mm. Puis essentiellement, avec ça, tu fais des 5, 6, 7 étages, puis même plus aussi à Montréal que j'ai déjà vu, là, jusqu'à 13. Oui, c'est des gros projets. Ouais, donc pour faire 13 étages avec la préfabrication, je pense que tu as un très bon outil. Oui. OK. Puis là, ben, c'est sûr qu'on en parle un petit peu, là, mais justement, développement durable aussi, puis tout ça, ça te prend comme de plus en plus de place dans notre société. Bonne affaire. Oui, Comment l'ingénieur peut aider à rendre un bâtiment plus écologique? en fait, pour moi, la première chose dans l'écologie, pour Ouais. être capable de ne pas consommer de matière, c'est simplement d'en mettre le moins possible sur les plans, de mettre ce qu'il faut au bon endroit. Donc, peut-être de s'écarter un peu des designs conventionnels qu'on fait par habitude. Il y a des choses qu'on peut faire parce que la norme de l'industrie, c'est de le faire de cette façon-là. Ouais. C'est de rechallenger ces grands classiques-là, de me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, en fait, tu viens d'éliminer certains matériaux. Tu sauves des coûts aussi, c'est intéressant. Ensuite, ce qu'on peut faire comme ingénieur, c'est de se former. Bon, C'est ça. c'est pas une grosse réponse surprenante, mais ce qui peut être pertinent, c'est tout ce qui est formation lead, en fait. Il y a des projets qui ont besoin d'être certifiés lead. Ouais. Puis on n'a pas besoin de travailler sur ce genre de projet-là pour cultiver une curiosité sur tout ce qui est empreinte écologique et les formations lead. C'est ça. Puis est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'ingénieur, justement, certifier un bâtiment LEED ou ça prend vraiment quelqu'un, je pense, qui... Sur les gros projets spécialisé publics, tu vas avoir un professionnel qui est désigné C'est lead. ça. Idéalement, ça t'en prend un peu dans toutes les disciplines, Ouais. l'architecte, la structure, la mécanique, qui va toucher un gros volet aussi sur la performance énergétique de tout ce qui est chauffage, ventilation. Mais c'est ça, en fait. Les choses qu'on apprend dans ces formations-là, c'est aussi de choisir des matériaux qui sont plus locaux, réduire les distances entre le site de production et d'installation. On peut aussi permettre une plus grande réutilisation de matériaux de démolition. Là, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, par exemple, pour faire des routes, ce qu'on voit des fois dans certains projets de ville, c'est qu'on va accepter du béton concassé, des matériaux recyclés. Ça a une certaine dénomination. Pour les premières couches qui sont sous l'asphalte, sous OK. la couche d'infrastructure qu'on appelle. Ouais. Donc, à ce moment-là, on sauve des coûts. Des coûts, peut-être pas, mais au moins, c'est plus écologique. C'est ça. On récupère quelque chose qui autrement aurait été enfoui. Oui, oui. Puis tu sais, j'imagine aussi que quand vous faites votre conception structurale ou peu importe, ben, tu sais, tout dépendant de comment vous créez ça, faut que ça dure dans le temps aussi. Puis le fait que ça soit durable, ben là, ça l'aide aussi l'écologie. Je veux dire, Oui. l'écologie, c'est tellement Oui. large comme Oui, comme ça, terme, là. on tombe dans la catégorie faire un bon design. Là. C'est ça. Faire un bon design, ça passe aussi par choisir les bons matériaux pour les bons besoins, puis de reconnaître aussi la valeur d'un produit qui est plus cher, mais qui serait plus adapté. Mm. Un exemple bien simple, là, faire du béton, là, c'est un peu comme faire un gâteau. Là. Des recettes, Ouais. il y en a plein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux des gros granulats, des petits. Ça s'est amélioré aussi dans le temps, là, parce que, tu sais, les vieilles maisons, le béton, tu sais, il y a plus tendance à fissurer, tu sais. Ouais. Il y a eu aussi des problèmes dans le coin, c'est-tu Trois-Rivières, qu'il y a eu des problèmes de De pyrite. peut-être. Ouais, dans le temps. Tu sais, Ouais. il y a eu l'évolution du béton dans le temps, ça... La pyrite, Ça c'est améliore. pas lié directement au béton lui-même. C'est ce qui se passe C'est en la dessous. bactérie, dans le fond, qui est dans le sol. Ça fait gonfler les sols, en fait. C'est ça. OK. Donc après, le béton, tu peux avoir la meilleure formulation que tu veux. Si ça gonfle en dessous, il n'y a pas grand-chose C'est que ça. tu peux faire à part juste d'être capable d'être assez fort pour contrer ça. Mm.
Puis, Ah, ben c'est tu jamais m'apprends évident. quelque chose. Donc, Ouais. en ce moment, quelqu'un qui bâtit une maison neuve dans ces secteurs-là ou qui serait plus tendance Ouais. à pyrite, ben, Ouais. Péritueux. ça pourrait, malgré le béton d'aujourd'hui, ça pourrait pas Non, faire une effectivement, différence. c'est pas le béton qui va t'aider, ça va être d'excaver suffisamment pour enlever la couche de sol qui a un potentiel de réaction à la pyrite, pour éviter que ça gonfle puis que tu vois des fissures apparaître sur ta dalle sur sol. Fait que dans les secteurs qui sont connus, il y a des techniques quand même de construction qui peuvent prévenir. La technique, c'est de retirer le problème à la base, c'est de le creuser puis de C'est le de creuser le sortir. plus possible. Ouais, puis en fait, avant de faire un projet de construction dans ce genre de secteur-là qu'on soupçonne qu'il y a des problèmes de pyrite, c'est de simplement de faire des tests. On n'en a pas parlé Intéressant. encore, mais une autre bonne façon ou une bonne raison d'inclure des ingénieurs rapidement dans des projets, c'est aussi d'amorcer la réflexion de quelle étude on a besoin pour les avoir tout de suite, pour faire les bonnes hypothèses dès le départ. Parce que vous devez faire des études de sol, justement, ce qui mène à ça, avant de bâtir un bâtiment, ça prend un ingénieur de sol aussi. Ça en prend un. C'est pas nous, parce qu'en fait, ça, c'est plus le domaine des laboratoires. Oui. Donc, en fait, c'est des géotechniciens qui vont faire des forages sur le site pour observer le type de sol qu'on a, déjà, la première chose. Oui. Ils vont nous donner la capacité portante. Ça, c'est super important. C'est ce qui va nous dire la grosseur des fondations puis quel type de fondation qu'on va utiliser. Il y a quand même beaucoup d'argent au niveau des fondations. Puis, selon moi, c'est super important de partir avec une étude géotechnique dès le début. Ouais. Parce que ça peut mener à modifier l'ensemble du projet jusqu'au parasismique, en fait. C'est Ça ça. peut aller quand même assez loin au niveau des coûts. Qui va être Puis- les fameuses carottes, dans le fond, là, qu'on entend. Ouais, c'est ça. Puis les normes et réglementations sont toujours de plus en plus complètes. Donc, je ne sais pas si ça a un impact sur ton travail. Est-ce que tu vois une différence depuis que tu as Oui. commencé? Oui, il y en a eu plusieurs. Rapidement, pour donner des exemples, quand j'ai commencé à travailler, c'était le Code national bâtiment 2005 là, qui était en train d'être sur le bord de changer quand j'ai fait mes premiers projets. Puis on me disait à ce moment-là que le Code 2005 avait amené beaucoup plus de charges de neige sur les toitures. Donc ça, c'est le genre de changement qui peut arriver. Ça fait plus de poids, les projets sont un petit peu plus chers, ça a des incidences. Donc ça, c'est un changement auquel il faut s'habituer. Ça peut peut-être mener à changer certaines habitudes de conception, ce genre de changement-là. Ensuite, des fois, il y a des évolutions au niveau des normes parasismiques. J'en ai parlé un peu tantôt. Ça, c'est le code 2010. Il y a eu certains changements. Dans le 2015, il y en a eu plusieurs, mais je ramène encore ceux qu'on utilise le plus souvent. C'est la façon de considérer ce qu'on appelle les accumulations de neige. Il y a un principe qui existe, théorique, qu'on se doit de respecter. Des fois, on se fait dire « Ah non, ça n'arrivera pas jamais », mais nous, on doit suivre le code. C'est ça. Sécurité du public avant tout, c'est dans notre ordre professionnel. Donc, c'est quand tu as un toit qui est plus haut que l'autre, significativement plus haut, je dirais à partir d'1,5 m, 2 mètres, OK. tu es censé considérer une accumulation de neige sur le toit du bas. Puis dans le code 2015, ils ont sorti des nouveaux schémas qui te montrent la façon que la neige peut s'accumuler contre un mur en fonction de la direction du vent, ce genre de choses-là. Intéressant. Donc ça, c'est un OK. changement. Quand même. Ouais. Et un autre qui est vraiment beaucoup pertinent en ce moment, qui a une belle valeur dans les projets, c'est le fameux code de l'énergie qui était en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça, le nouveau, qui te demande de gérer tout ce qu'on appelle les ponts thermiques. Donc, un pont thermique, c'est quand le froid est capable de faire son bout de chemin jusqu'à l'intérieur d'un bâtiment en passant par Une fenêtre. une fenêtre, Ah, mais je te dirais plus un accessoire qui traverse une couche isolée. ouais. Fait que ça Donc- pourrait être le tuyau de sécheuse, exemple. là. Ça peut être ce genre de choses-là, ou si on y va pour un exemple de projet plus commercial Ouais. en structure, que tu vas avoir de la maçonnerie jusqu'au 10e étage. Rendu à 10 étages, c'est sûr que la maçonnerie n'est pas construite en partant du sol, puis elle fait 30 mètres de haut. Donc, à chaque étage, tu vas avoir des éléments structuraux en acier galvanisé, durabilité, comment Oui. être efficace, tout ça. Puis ces éléments-là, les linteaux, c'est exposé au froid dehors, mais c'est attaché à la structure qui est à l'intérieur au chaud. Donc, tu as nécessairement un pont thermique qui va faire un bout de chemin jusqu'à refroidir certaines sections du Hey, c'est bâtiment. tellement intéressant. J'interromps le podcast un petit 10 secondes juste pour remercier l'usine, en fait, qui sont nos partenaires officiels pour le podcast. C'est l'usine qui meuble le studio de podcast, mais qui meuble également tous les centres immobiliers. Donc, merci beaucoup, l'usine, et je vous laisse au podcast. Puis je me demande, question vraiment, je suis pas au courant. Y a-tu 2 codes du bâtiment, un pour le commercial puis un pour le résidentiel? Parce que là, tu parles du code de 2015, mais le résidentiel, c'est beaucoup plus fréquent qui... Oui,
En fait, il y a un seul code national du bâtiment canadien qui est modifié pour le Québec. Donc, en fait, il y a certaines choses qui changent par rapport à d'autres provinces. Nous, on le fait un peu à notre façon, mais essentiellement, ça se ressemble beaucoup. Et dans ce code-là, tu as plusieurs parties. Tu as de 1 jusqu'à 11, en fait, même. Tu as les transformations de bâtiments, tout ça. Mais ce qui nous concerne principalement en structure, tu as 2 grandes parties. Tu as la partie 4, puis tu as la partie 9. 9, c'est le résidentiel. C'est tous les petits bâtiments, en fait. Tu as des restrictions au niveau de la hauteur, puis la superficie de ton bâtiment, puis des usages aussi, qui fait que les normes, les règlements sont moins restrictifs, que tu peux te permettre de ne pas avoir de plan de structure directement Mais pour ça ces change projets-là. plus souvent. On a eu justement des changements là, en 2024 ou 2023. Justement, ils ont rajouté le radon. C'est vrai. Puis en fait, c'est ça, ils l'ont pas rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait un certain moment qu'on en parle dans les codes. Oui. Puis on le voit pas très souvent sur les projets, je te dirais. Dans le résidentiel, maintenant, on est obligé. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment les codes, en tout cas, si tu es à l'aise avec ça, là, mais comment les codes, ça fonctionne? Parce que justement, là, tu parles du 2020 qui n'est pas encore en vigueur, mais tu sais, c'est toujours comme... On est toujours sur un code qui est plus vieux que l'année qu'on est actuellement. On ne sera jamais sur un code de 2025, par exemple. Exact. Il y a toujours à peu près 5 ans. Bon, là, c'est un peu plus parce qu'on est sur le code 2015, puis on est déjà Ouais. quand même pas En mal 2020. plus 10 ans loin. plus tard. Ouais, c'est C'est ça. Fait que c'est toujours comme ça que ça fonctionne parce qu'en fait, il y a un code qui est produit avec des changements. À ce moment-là, il est publié pour que les professionnels puissent s'habituer un peu, voir qu'est-ce qui s'en vient comme changement. OK, mais il n'est pas encore obligatoire. Non, il n'est c'est pas ça. obligatoire. OK, je Puis comprends. même, je te dirais, il faut vraiment être prudent. Il ne faut pas nécessairement faire des projets avec ces codes-là, même s'ils se ressemblent beaucoup par rapport aux années précédentes, parce qu'il n'y a rien qui nous garantit que finalement, la journée qui va tomber officielle, entériner tout ça, OK, je qu'ils comprends. n'auraient pas retiré cette portion-là. Mhm. Mais des fois, ça peut donner des bons indices sur des changements qui s'en viennent. Oui, ils ont rajouté aussi dans le résidentiel, dans les sous-sols, les plafonds. Théoriquement, on serait obligé, en tant qu'entrepreneur, de livrer les plafonds en gyps et non en suspendu. Puis les joints doivent être serrés. Fait que nous, il faut qu'on fasse signer nos clients des clauses de décharge s'ils veulent finir leur sous-sol par eux-mêmes, justement pour le feu. Là. Ben, c'est ça, je me disais, quand tu m'as dit ça, je me Ouais. disais, le lien, c'est sûrement la protection de la structure au feu. Exactement. Tu n'es pas censé laisser une structure exposée comme ça sans protection, Mm. sauf l'avantage du bois. Tantôt, on parlait de Sokyo Yokos. Ils ont fait un podcast, puis ils parlaient du bois aussi, justement. Là. L'avantage du bois massif, c'est que quand il brûle, il se crée une couche autour du bois qui est noircie, puis cette couche-là devient protectrice, puis fait que, contre-intuitivement, le bois va durer plus longtemps Ouais. qu'une belle grosse poutre en acier qu'on lui ferait confiance tous les jours. Puis ça, c'est une affaire, encore une fois, côté écologique. Le bois carbonisé comme revêtement extérieur, c'est quelque chose qu'on va voir aussi parce que justement, c'est imperméable. C'est dans le sens que l'eau va perler dessus. Ouais. Puis c'est pas l'entretien. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, justement, dans les looks plus scandinaves où est-ce qu'on veut des maisons très slick, très noires, tu sais, puis tout Ouais. ça, ben, on va voir du bois carbonisé. Justement, Encore c'est une fois, tendance le qui est très bon émergente. matériau au bon Ouais, endroit. exactement. C'est ça la clé. Est-ce que tu peux nous partager un défi technique que tu as vécu récemment, puis comment tu l'as surmonté, ce défi technique-là? Oui, j'ai un bon exemple, puis c'est un projet particulier. Ça remonte à l'année dernière. Donc, tu sais, on parle beaucoup de bâtiments depuis tantôt. À la base, c'est ingénieur en structure. Donc, en fait, on touche à tout ce qui se construit, qui va recevoir des gens. Puis ça nous amène à autre chose qu'on fait aussi chez Côté Gens. Des ponts. Pas tout à fait des ponts, mais je trouve ça aussi intéressant. C'est des quais flottants pour des marinas. On a eu un projet qui a rentré l'année dernière. Et puis, en fait, c'est un quai existant qui a à peu près 25 ans. Puis, après 25 ans, il y a certaines pièces qui étaient quand même pas mal usées. Donc, en fait, nous avons eu le mandat de regarder pourquoi il s'était usé. Est-ce que c'était prématuré? De le réparer, en fait, mais tant qu'à le réparer, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose qui fait en sorte que cette fois-là, ça va durer plus longtemps. On va éliminer les causes de cette usure prématurée-là. Donc, le défi, en fait, résidait surtout au niveau de comment connecter le quai à la terre ferme. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas d'un petit quai flottant, des petits blocs de plastique pour rentrer en skidoo, là. C'est vraiment un gros caisson métallique. C'est gros comme quasiment 2 camions côte à côte, là. Une grosse cage de plaques d'acier. Puis ça bouge avec les marées. Donc, ça Oui, c'est monte. ça, j'allais te demander. C'est C'était ça, sur ça un monte. lac ou c'était... C'est pas sur un lac, une rivière, que les marées du C'est Saint-Laurent ça. arrivent encore OK. à se rendre. Donc, tu as à peu près 6 mètres
d'amplitude entre la marée basse et la marée haute. Quand même. Donc, c'est quand même des bons déplacements. Tu sais, d'habitude, un bâtiment, c'est des petits déplacements. Là. Ouais. Passer 6 pouces, en général, c'est parce que tu as un gros problème puis tu t'arranges pour pas l'avoir. Là, tu tombes sur un 6 mètres. Là. C'est ça. Fait que c'est des assemblages qui ont besoin d'être mobiles. Puis on est dans une rivière. Il y a des bateaux qui s'accostent là-dessus. Donc, ça pousse aussi sur le côté. Donc, j'ai une structure qui flotte, qui peut bouger dans tous les sens, mais je veux qu'elle reste à sa place. Donc, au niveau de l'assemblage, c'est là que mon défi, en fait, ça a été d'user de créativité. C'est souvent comme ça qu'on résout des problèmes, là, parce Oui. que les recettes qui existent, les projets, en fait, il n'y en a pas un pareil. On a des bases, mais après, on les Ah, mais adapte. vous êtes tellement créatif, là, vous n'avez pas le choix. Là. Il faut. Ouais. Il faut. On fait pas des... Comment dire? On fait pas des projets d'architecture créatifs qui c'est beau, mais C'est ça dans la fonctionne, façon. Ouais, c'est ça. se tient, c'est Exact. fonctionnel, ça se construit, ça, c'est vraiment notre force. Mm. Puis dans ce projet-là, en fait, ça a été tout simplement de développer un assemblage qui permet de bouger dans toutes les directions possibles et d'être capable d'acheminer ces efforts-là jusqu'à la terre ferme. Puis quand je regarde les plans aujourd'hui, là, on l'a fait en 3D avec un logiciel qui s'appelle Revit. C'est très commun aujourd'hui, c'est tout ce qui est technologie BIM. On a fait une vue explosée un peu comme ce qu'on peut voir des fois sur des images de moteurs de voiture. Ouais. Puis on voyait les pièces les unes après les autres, comment qu'elles s'assemblent. Puis ça permet en fait de montrer à l'entrepreneur comment le détail a été réfléchi, lui permettre de comprendre pourquoi il a été travaillé comme ça. Mm. Parce que l'entrepreneur, il a l'expérience aussi, là. T'sais, il voit des choses qui fonctionnent pas, puis souvent, il nous challenge, puis ça a vraiment sa place. Oui, parce que lui, il est sur le terrain, puis... C'est ça. Ouais. Donc là, d'être capable d'utiliser une maquette en 3D, de l'exploser, de faire des détails, ça devient super clair sur les plans. Tellement. Ça devient super clair au niveau de la soumission de l'entrepreneur. Ça devient super clair au chantier. Puis ça fait qu'on a un projet qui se gère de manière plus linéaire, moins de surprises, puis qu'on met notre temps sur des choses qui comptent au lieu de mettre notre temps sur régler des problèmes. Puis est-ce qu'il est réalisé, ce projet-là, à ce jour? Pas encore. Donc, c'est pas construit, En cours de... Ouais. mais ça va s'en venir assurément parce que le quai avait vraiment besoin d'amour. Wow. Tu dois avoir hâte de voir comme le résultat, puis de voir comment ça l'agit pour de vrai avec les marées. Puis... C'est ça. C'est vraiment un projet hors du commun. Ouais. Puis est-ce que dans ce projet-là, il faut que tu calcules justement tout ce qui est marée, les courants, puis ces choses-là, ou pour savoir comment ça va bouger? La réponse est oui. C'est pas moi qui l'ai fait, puis je vais faire une petite parenthèse. En fait, Côté Jean, c'est une entreprise, une firme de génie conseil. Ouais. Donc, on a structure, génie civil, mécanique du bâtiment. Puis à travers ces grandes disciplines-là, on va aller chercher certains types de projets. Donc, ça peut être du multilogement, ça peut être du résidentiel, ça peut être aussi des transformations, des agrandissements, amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, tout ça. Mais il y a aussi une entreprise sœur dans laquelle on travaille. Moi, je travaille avec eux au bureau de Québec, dans le Vieux-Québec. Ça s'appelle Concept Naval. OK. Et ce sont des architectes navals. Wow! Ces gens-là font des bateaux. Ça m'impressionne Ils font littéralement, ces gens-là font littéralement des bateaux. Vous avez ça à côté, Jean? Oui. Wow! On a l'immense chance de côtoyer des gens qui font des bateaux. C'est vraiment intéressant de les écouter sur leur métier. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait une série sur Netflix, je pense, là-dessus, sur les architectes navals, justement. Là. C'est tellement captivant. Oui. Puis de leur côté, là, tu prends le métier d'ingénieur et d'architecte, tu le mets ensemble, puis c'est ce qu'ils font sur les bateaux. C'est fou. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à savoir. Puis le pire, c'est que de ma compréhension de ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement... comment dire? Chaque bateau est unique. Il y a des besoins particuliers, mais tu n'en fais pas tant que ça dans une année. Donc, au final, c'est plus difficile d'aller chercher un bon feeling sur tel type de bateau, on va faire tel type de solution. C'est pas mon domaine, c'est ma compréhension de la chose. Ouais. Donc, en fait, mes collègues de chez Concept Naval se sont occupés de déterminer les vitesses de courant. Mais oui, tellement. Les charges d'impact du bateau, des bateaux, en fait, jusqu'à 100 personnes qui vont pousser sur le quai. Parce qu'en fait, il faut savoir, le vent va pousser sur le bateau, la marée va pousser sur le bateau. C'est ça. Le bateau, il s'accroche sur quoi? Sur le quai. C'est ça. Fait que moi, j'ai besoin de savoir, le bateau va faire quoi sur mon quai? Ouais. Puis je deviens responsable de est-ce que le quai va tenir avec ces charges-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est un travail de collaboration, puis c'est ce que j'adore, en fait, chez Côté Jean, c'est les projets qu'on peut avoir plusieurs disciplines C'est tellement ensemble. varié. Hein? Je trouve ça vraiment le fun. Puis, vraiment, ça n'a peut-être pas rapport comme question, là, mais est-ce que vous calculez aussi les impacts? Parce que, tu sais, les bateaux, je veux dire, c'est pas tout le temps smooth aussi quand ils se partent. Est-ce qu'il faut que tu calcules justement un minimum d'impact? Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été fourni. Donc, en fait, j'ai ajouté la charge d'impact à la charge de l'eau, si on veut, sur le quai pour avoir les bons efforts puis les transmettre dans mes assemblages. C'était intéressant.
Faut tout prévoir, tu peux Ouais. rien laisser au hasard, là. Puis, outre, si on retourne là, à nos moutons, là, vraiment, Mettons, sur la terre ferme, Oui. en cas de problème de structure que vous découvrez tardivement dans le projet, c'est quoi les options qui sont disponibles pour corriger la situation? Ben, en fait, ça va dépendre du type de problème, ça c'est certain. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a pratiquement toujours une solution. C'est vraiment très rare qu'on arrive puis on fait faut démolir puis on recommence, là. C'est le scénario catastrophe, là. Ça arrive très rarement. Donc, en fait, la solution, ça va passer par des renforcements. C'est de regarder c'est quoi la place qu'on a autour, Ouais. que tu n'as pas trop de mécanique, pas trop d'architecture. On va parler Ouais. d'un bâtiment. C'est quoi l'espace que j'ai disponible? C'est quoi les matériaux que je peux utiliser qui vont fonctionner pour faire ça? Combien de temps ça va prendre le construire? Quel montant ça va coûter aussi au niveau du budget en coûts supplémentaires sur le projet? Puis à ce moment-là, c'est là que ça devient encore plus que jamais un travail d'équipe avec l'entrepreneur. Il faut vraiment lui dire, toi, c'est avec quoi que tu es à l'aise? C'est quoi les choses que tu as déjà vues ailleurs? Tu sais, moi, je peux faire pas mal de choses, mais au final, c'est toi qui vas le monter, c'est toi qui vas générer ces frais-là. Ouais. Puis moi, je veux t'aider à avoir des frais les plus bas possibles puis que ce soit sécuritaire. C'est ça. Ça, c'est la première mission des ingénieurs. C'est écrit partout au niveau de l'ordre. C'est sécurité du public avant tout. Mm. Donc, on va dresser les besoins, on en parle, on adapte la solution, puis on met ça en œuvre au chantier. OK. Puis, tu sais, problème structurel, ça peut aussi être causé par l'âge du bâtiment, par l'ancienneté du bâtiment. Fait qu'à ce moment-là, quand on rénove un bâtiment qui est plus ancien, c'est quoi les points qu'on doit regarder niveau structure pour être Ouais. sûr que tout se tienne? De manière générale, en fait, ça va être l'état du bâtiment. Tu sais, Général. Par exemple, c'est ça, l'état général. Moi, je passerais vraiment par ce que j'appelle un carnet de santé. Là. On en fait au bureau aussi. Là. On va passer le temps qui est nécessaire, une journée sur place. On va demander de faire certaines ouvertures à des endroits stratégiques qu'on connaît, que d'habitude, c'est là qu'il y a quelque chose à voir, c'est à ces endroits-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous faites des carnets de santé. Donc, si j'ai un investisseur qui va acheter un 24 logements, Ouais. je peux vous le référer, puis vous allez faire un carnet de santé du bâtiment. Donc, c'est encore plus explicite qu'une inspection en bâtiment, là. C'est ça. Nous, on va vraiment en fait cibler les dommages structurels. Tu sais, ça prendra un architecte pour faire un excellent travail complet là, dans ce cas-là. Oui. Puis diminuer le risque de ton client parce que c'est ça l'objectif. Puis l'avantage, en fait, de faire une inspection par un ingénieur par rapport à un inspecteur en bâtiment qui va trouver aussi énormément de choses parce que lui, il en fait tous les jours, c'est que nous, on va être capable rapidement, en fait, après l'expertise, de dresser une envergure des coûts, Mhm. donner la cause, donner des suggestions de type de réparation. Puis à ce moment-là, ça va vraiment être en fonction du besoin du client. Est-ce qu'il veut juste qu'on lui dise ce qui va pas bien ou il veut qu'on lui dise aussi comment le réparer, combien Ouais. ça coûte? Mhm. Trouver des Peut-être- solutions. Ouais, trouver des solutions, mais je pense à ton échelle, c'est de mieux mesurer la valeur réelle du bien immobilier que vous regardez ensemble. C'est ça. Parce que c'est pour l'achat Ouais. au final. Ouais. C'est ça. Puis en fait, on a eu une expérience comme ça ensemble l'année dernière. Tu avais un client qui voulait acheter un entrepôt, le rénover, le transformer, ce genre de choses-là. Oui. Puis essentiellement, il avait besoin d'ajouter du poids sur un plancher existant. Puis je pense qu'il hésitait à l'acheter, il n'était pas certain. Puis ce qui aurait pu faire pencher la balance, c'est est-ce que ce projet-là se transforme facilement ou pas? Donc, on a été sur place, on a fait l'étude, on a vérifié la capacité portante. Oui. Est-ce que ça va tenir le poids? Puis aussi, ce qu'on pense peut-être pas souvent au quotidien, mais que nous, on vérifie comme ingénieur, c'est la déformation des éléments. Mhm. C'est bien beau que ton plancher tienne, mais si tu mets une bille et qu'elle sauve à l'autre bout, c'est un peu problématique. Ouais. Donc, on a vérifié tout ça, puis on lui a fait la liste de toutes les choses qui seraient probablement requis de faire pour réaliser son projet dans son ensemble. Oui. Puis je pense qu'à ce moment-là, en fait, ça a quand même été un bon outil dans sa prise de décision. Je me souviens plus Vraiment. s'il avait été de l'avant. Mais en tout cas, clairement, je pense que ça lui a apporté de la valeur. Ah ouais, c'est sûr que d'obtenir vraiment surtout dans tu sais, du commercial, là, tu sais, ça prend justement. Je pense que des ingénieurs, vous êtes mieux placés pour faire un carnet de santé de l'état réel du bâtiment, surtout si vous enlevez du gyps à certaines places pour vraiment voir les éléments de structure, là. Ouais. Là, on parle de quand on veut acheter des bâtiments commerciaux de plusieurs années. Je veux pas, mais ça, le code du bâtiment n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, Il y a ce genre de choses-là. Puis on le disait, l'usure aussi. Est-ce qu'il y a de l'eau qui a rentré? C'est ça. Ouais. L'isolation était peut-être moins bonne avant. Tous les principes de condensation qui étaient peut-être moins bien gérés. Mais au final, ça revient un peu sur la notion d'investir dans des services professionnels. Mm. Ça peut paraître cher de payer quelques heures pour avoir un architecte, un notaire, n'importe quel professionnel, un ingénieur. Mais au final,
je pense qu'il n'y a personne qui est assez riche pour se passer d'un bon conseil Ah, puis mon qui a Dieu. le luxe de payer une erreur Tellement, en voulant sauver dès le départ. tellement. Ouais. Puis, tu sais, on parle beaucoup du bâtiment aussi commercial puis tout ça, mais par rapport au code, c'est l'usure du bâtiment aussi. Donc, quel type d'entreprise va occuper ce bâtiment-là? Ça a un impact aussi sur la structure du bâtiment. Oui, parce que Sur certaines entreprises vont avoir des charges plus élevées. Oui, ça ou des Ouais. produits qu'ils utilisent, tu sais, fait que ça peut être dans la mécanique du bâtiment ou peu importe. ouais. là. Ben, il y a un autre entrepôt que j'avais inspecté. C'était aussi dans un contexte avant une transaction immobilière. Ouais. Puis le client, lui, voulait également savoir s'il pouvait transformer ce bâtiment-là. Puis c'était quand même assez majeur. À ce moment-là, il voulait enlever des éléments porteurs. OK. Littéralement. Il y avait trop de colonnes dans son entrepôt. Ça l'empêchait d'avoir des étagères dans la bonne direction, de la bonne hauteur. Mm. Puis, tu sais, ça se chiffrait en centaines de milliers de dollars pour renforcer la structure et être capable d'enlever ces colonnes-là. Donc, tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement de lui dire ça se fait ou ça se fait pas, c'est de donner l'heure juste C'est sur ça. le budget qu'il faut qu'il mette dans son projet, puis d'évaluer ça va-tu être rentable ou pas. Oui. À Bois-Châtel, ici, on a des entrepreneurs qui ont modifié une église en tour en condo. Oui, Là, je m'en viens avec ma prochaine question. Quel conseil tu donnerais à un investisseur qui souhaite convertir un bâtiment existant en multilogement? je dirais que là, ça va être important de faire des études au niveau de tout ce qui est réglementation. Parce que là, on parle Patrimoine. patrimoine, ce Ouais. genre de choses-là, mais même, je te dirais, juste au niveau du code, j'ai l'impression qu'il y aurait possiblement un changement d'usage si on Ouais. passe, par exemple, d'une église à du condo. Oui. Donc, il y a probablement des choses à modifier au niveau de la sécurité même du bâtiment. Distance de parcours, j'en ai parlé tantôt, la durée de protection au feu, des éléments qui pourraient être apparents ou pas dans cette église-là. Mm. Ça, c'est vraiment les choses à bien identifier dès le départ. C'est tous les changements qui vont être nécessaires pour réaliser le projet, au-delà de bâtir des murs, faire des chambres, des cuisines, etc. Oui. Donc ça, c'est le premier volet que je dirais, concentre-toi sur ça, changement d'usage. Puis après ça, en structure, c'est d'évaluer, comme je disais tantôt, l'état de santé de ce bâtiment-là. As-tu des choses à régler avant même de poser la première nouvelle chambre? Ce genre de choses-là. C'est ça. Puis nous, on va arriver puis demander des études possiblement géotechniques, s'il faut ajouter du poids, ce genre de choses-là. On va regarder aussi comment faire le projet de manière économique par rapport au code. C'est-à-dire, si tu ajoutes trop de poids, le code pourrait te demander de modifier tes contreventements. Donc, on va essayer de dire, ben, si tu ajoutes du poids à tel endroit, tu pourrais peut-être ne pas en mettre à un certain endroit, puis en moyenne, on est capable de naviguer un peu dans ça. OK. Oui. Puis, contreventement, excuse-moi, juste m'expliquer ce Oui. terme. Contreventement, c'est de manière simple, quand on marche sur un plancher, Ouais. notre poids est attiré par la gravité, Ouais. donc directement vers le sol. Ça, c'est charge gravitaire, mais ce qui est aussi super important autant que le reste, c'est tout ce qui va être charge latérale. C'est si je pousse sur le côté du bâtiment, est-ce qu'il va tomber comme un château de cartes qui n'est OK. absolument pas contreventé, ou est-ce qu'il va rester droit? Ah, OK. Le contreventement, c'est ce qui sert à rester droit quand le vent pousse sur le Contre le bâtiment. vent. Ben oui. Ça vient de là. Puis, On va avoir contreventement- appris beaucoup, hein, aujourd'hui. Hey, oui! Ouais. Ça gère aussi. C'est tout ce qui est vraiment, sismique. vraiment intéressant. Alex, tantôt, tu nous parlais des logiciels que vous utilisez pour modéliser vos structures. Puis je me demandais si l'intelligence artificielle puis les logiciels comme BIM changent la façon dont vous concevez les structures. Oui, ben, je vois deux éléments de réponse dans ta question. Je vais commencer par ce qui est BIM avant l'intelligence artificielle. Oui. Parce que l'intelligence artificielle, C'est deux un choses sujet différentes. chaud. Ouais, Oui. c'est ça, ça évolue. Ça va encore beaucoup évoluer. Mais dans notre quotidien, c'est le BIM qui s'applique tous les jours. Puis en fait, à quoi ça correspond? Et en fait, ça représente de modéliser un bâtiment en 3D dans chacune des disciplines, c'est-à-dire architecture, Mhm. structure, mécanique. Donc, chacun va faire son bout de travail sur une maquette. On va se les échanger en cours de route pour avoir tous les éléments aux bons endroits, que tout le monde parte sur le même fond de plan, qu'on appelle. Et puis, c'est au niveau de la coordination que ça prend tout son sens. Parce qu'au lieu de regarder des feuilles de papier puis s'imaginer, OK, ça passe à tel endroit, mais là, en structure, j'ai une poutre, je ne peux pas passer mon conduit au travers. Bon, on fait juste tout synchroniser ensemble. Puis après ça, on voit les choses qui sont en conflit les unes par rapport aux autres. Puis on est capable d'identifier rapidement les endroits qu'il faut peut-être aller retravailler un C'est petit peu plus. vraiment intéressant. Mm. Ça accélère beaucoup la coordination. Puis c'est surtout que ça diminue le niveau de risque. Tu sais, il y a un projet, en fait, la semaine prochaine, c'est déjà prévu à l'interne parce que justement, on offre des projets clés en main. Donc, avec mes collègues en mécanique du bâtiment, on va prendre ma maquette en structure. Je vais avoir mes murs, ma toiture, mes planchers, mes fondations. Puis eux, ils vont avoir tout le volet mécanique.
Puis on va regarder dans les changements que j'ai faits dans les dernières semaines, est-ce que ça a causé des problèmes de leur côté? Est-ce qu'on va devoir faire passer de la ventilation sous ma structure de plancher? Est-ce qu'on peut la passer au travers, ce genre de Mm. choses-là? Puis ça diminue le risque d'erreur au chantier. C'est C'est ça. ça le but ultime, en fait, c'est que toutes les disciplines indiquent la même chose à toutes les pages. C'est ça. Si ça, c'est réussi, il n'y a pas de surprise. C'est fou. Là. Puis ça évite de faire des maquettes en carton. Oui, Ah, ça peut avoir encore sa place Ouais. au début, là, pour le plaisir. Nous, on ne fait pas vraiment de maquettes en carton. c'est pour la portion de l'intelligence artificielle. Oui, ben, pour moi, en ingénierie, l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça aide dans tout ce qui est gestion de projet. On peut être plus efficace dans les réunions, faire des résumés, ce genre de choses-là. Mais mon avis, c'est que la chose que ça va apporter le plus, c'est ce qu'on appelle la conception paramétrique. Donc, en fait, paramétrique, là, je vais commencer par une image. Mhm. C'est un peu comme si tu dessinais ton bâtiment en 3D, puis que tu voulais savoir qu'est-ce qui se passe si je l'agrandis un peu d'un côté. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente sa hauteur? Puis là, tu pourrais voir ta maquette en temps réel qui va, elle va ajouter une rangée de colonnes de plus parce que tu as tellement agrandi ton bâtiment que la solution optimale, c'est plus d'avoir un plancher assez fort pour aller plus loin, c'est vraiment de rajouter des colonnes et des appuis pour ensuite rapetisser ton plancher à ce moment-là. OK. Parce que Ça tout est l'économise connecté tellement de ensemble. Ça, c'est ça la conception paramétrique, Ouais. idéalement, là. Wow. Donc, ça te permet de faire des préconcepts beaucoup plus rapidement, Ouais. puis de retenir la solution optimale quasiment à chaque fois. C'est ça. Hey, quand on parle que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un outil et non comme. Faut pas avoir peur de ça, il faut l'utiliser vraiment comme un outil. Ben, tu sais, c'est un bon exemple aussi, là, dans le sens que vous pouvez vous concentrer sur vraiment votre travail puis développer des concepts et tout ça. Puis quand l'intelligence artificielle, finalement, fait tous les Ouais. calculs puis ces choses-là. Ben, c'est sûr qu'à notre dimension d'entreprise, c'est peut-être plus complexe de concevoir ses propres outils d'intelligence artificielle. Ouais. Je pense qu'il faut plus travailler avec ce qui existe, puis apprendre à les utiliser à notre façon pour nous Ouais. rendre plus efficaces, plus performants, plus sécuritaires, plus économiques, tout ça. Mm. Puis en fait, je pense que c'est surtout de l'encourager à essayer toutes sortes de façons d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien pour voir ce qui correspond réellement aux besoins de chaque personne. Ouais. Parce que je pense pas qu'il faut imposer une méthode, en tout cas pas en ce moment. Ça évolue tellement vite que tu pourrais travailler très fort pour imposer une façon de travailler avec ces outils-là, Mhm. puis dans 6 mois, ça tiendrait plus la route. C'est ça. Parlant d'évolution, où est-ce que tu vois l'ingénierie dans 10 ans? Moi, ce que j'aimerais voir dans 10 ans, en fait, c'est, je retourne sur la conception paramétrique. Ça serait vraiment le fun. Ouais. Hein. Ouais, de pouvoir voir, d'avoir une solution optimale, d'essayer différents scénarios en même temps, ça peut avoir beaucoup de valeur parce qu'en fait, un exemple concret, on pourrait avoir un terrain pour du multilogement. C'est sûr qu'on optimise toujours l'espace qui est au sol. Je veux dire, le client va faire ses choix avec l'architecte, justement, c'est l'un de ses rôles. Qu'est-ce qu'on peut construire sur ce terrain-là? Mais là, la question, c'est est-ce qu'on ajoute un étage pour avoir plus de chambres? Est-ce qu'on prend plus de place au sol? Tu sais, tout ça a des impacts, tout est connecté ensemble. Puis en structure, je pourrais être capable, par exemple, le jour où on sera rendu là, de dire, ben, si tu ajoutes un étage, ça va te générer tant de coûts de plus. Ça fait-tu du sens avec le nombre d'unités que tu veux louer, par exemple, pour C'est du ça. logement locatif? Puis si je l'élargis, tu as peut-être un étage de moins. Ça peut t'aider au niveau des fondations. Le sol est déjà pas terrible. On va s'organiser pour pas rajouter du poids pour rien. Donc, on prend plus de place. Là, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais voici le design final. Est-ce que ça fit encore avec la façon que tu avais vu le projet initialement? Ouais. Parce qu'en fait, ce qui prend du temps, c'est d'itérer dans un projet, d'essayer des scénarios, d'essayer puis d'essayer. Donc, le C'est plus ça. tôt on peut converger, le pourquoi nous impliquer rapidement, plus tôt on est capable de faire avancer le projet, d'aller en chantier puis de respecter les budgets. Ouais. Ah, c'est tellement cool. Puis là, ça n'a pas rapport, là, c'est une question en fait qui n'était pas à notre questionnaire de base. Mais qu'est-ce que tu penses des bâtiments qui se font imprimer en 3D? Si tu as une Euh, opinion là-dessus. Mais ça, on voit pas ça au Québec. Là. Non, c'est C'est plus genre en en Europe. Chine, non? C'est plus en Europe. Ben oui. Plus du côté comme européen. De l'autre Je bord de pensais que c'était l'océan. en Asie, puis je savais même pas si c'était vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, oui. En béton, là, ils utilisent comme du béton, là, puis Oui. ils font tout. Ben, je pense pas qu'au Québec, ça serait facile à faire Ouais. parce que je vois tous les éléments qu'on met dans une composition de mur. C'est l'isolation, le pare-vapeur, la structure, l'écran À cause parquet, le de revêtement. la météo. On dit, j'ai Ouais. la misère de dire. Je pense qu'on a, Ouais. on a un climat qui est assez rude et varié. On a des extrêmes froids, des Ouais. extrêmes chauds, on a de l'humidité, on a un peu de tout. Puis je pense pas que tu as un one size fits all que tu peux imprimer qui répond à tous ces besoins-là. C'est ça. Ça serait fou, éventuellement, que tu Puis, comme tout. Alex, si tu avais une baguette magique, puis tu pourrais changer
une chose dans l'industrie de l'ingénierie structurelle, qu'est-ce que tu changerais? Moi, ce que j'aimerais voir changer, c'est la vision sur les projets par rapport au coût et à la valeur. Des fois, pour pas beaucoup plus de coûts, on est capable de faire une très grande différence sur la qualité d'un projet. Ça peut être aussi simple que d'ajouter de l'armature dans des murs de fondation d'une maison. Tu sais, je l'ai compté hier, en fait, là, pour faire l'exercice, pour avoir un peu de chiffres. Puis, ce que j'ai évalué, c'est qu'entre 200 et 300 $ d'armature de plus par fenêtre de sous-sol, tu rajoutes de l'armature autour, tu es quasiment certain de ne pas avoir de fissuration autour. Puis après ça, quand tu vends ta maison, il y a l'inspecteur qui passe, qui voit des fissures, qui se dit c'est-tu structural, ça l'est-tu pas, y a-tu de l'eau qui rentre? Tu sais, c'est pas beaucoup sur un projet pour avoir la tranquillité d'esprit. Mais je sais qu'au final, chacun a ses budgets au départ. Il faut rentrer dedans, puis il y a des compromis à faire. Mais j'aimerais qu'on voit moins de compromis sur la qualité, puis Tellement. qu'on porte plus attention au ratio qualité-valeur. Puis tantôt, on Privat. parlait de pyrite, là. Est-ce que de rajouter de l'armature dans le béton au sol, ça pourrait aider la pyrite? Ce que ça pourrait faire, c'est que ta dalle sur sol va tout soulever en même temps, au lieu que tu as un côté qui est fendu, qui va soulever plus, puis l'autre va Fait que ça rester serait égal. pas... Ça serait pas plus une Une solution. chance que je suis pas ingénieure. Non, mais t'as pas étudié là-dedans non plus. Mais non, je pose des questions. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Alex. Ben, c'était un réel plaisir, belle Donc, expérience. on a appris beaucoup. Puis je pense que de t'avoir au centre immobilier, ça nous permet justement de pouvoir te poser plein de questions diverses sur plein de projets, autant dans le commercial, dans le résidentiel. Puis tu as une expertise qu'on reconnaît. Ouais. Ben, moi, ça me fait grandement plaisir. Là. Des fois, je reçois des questions de tes courtiers, puis j'essaie de répondre vite parce que je sais que votre monde va vite. Oui. Donc, ça, c'est un petit bout de fierté aussi là, d'être capable d'aider les gens autour de soi. Mais autant dans nos clients, dans le résidentiel que dans le commercial, tu sais, d'avoir ton expertise aussi rapide, c'est vraiment une Rassurant? chance. Oui, rassurant. Ça fait Ouais. plaisir. Merci beaucoup. Good! Allons-y avec notre petit questionnaire en rafale pour apprendre à plus te connaître. Question professionnelle. Logiciel de modélisation 3D ou croquis à la main? J'irai modélisation 3D. On voit pas mal plus de choses. Chantier ou bureau? Bureau, parce qu'en fait, le chantier, la surveillance, c'est une petite portion de nos projets. Il y a beaucoup de travail en amont. Fait que bureau, confortable. Oui, fait un peu plus C'est chaud. moins froid, ouais, c'est ça. Pour calculer, c'est plus agréable. Génie civil ou génie mécanique? Je dirais civil, mais en ce moment, comme je disais, je vole du temps à mes collègues en mécanique. Là, j'adore leur principe. T'as une curiosité par rapport aux Ouais. mécaniques. Normes strictes ou flexibilité pour innover? Je dirais flexibilité, parce que quand c'est trop strict, on peut pas faire les projets d'architecte. C'est un peu plus difficile. C'est ça. Ingénierie de structure ou ingénierie navale? Ce serait Super. Maintenant, pour les questions plus personnelles, est-ce que tu es plus un logique ou émotif? Je serais logique. Logique. Très, très logique cartésien. Ouais. Ça fait du sens avec ton métier. Motif, mon Dieu. Matin ou soir? Soir, un oiseau de nuit, ouais. Sport individuel ou sport d'équipe? Je te dirais équipe, ouais. Cuisine maison ou restaurant? Maison, pas souvent. Resto, pour la facilité. Parfait. Journée de développement personnel ou journée sportive? Développement personnel, je pense que ça Intéressant. fait du bien parfois de prendre un petit moment de repos puis se ressourcer. Tellement. Mm. Poutine ou hot dog? Poutine, c'est toute cette semaine. Vendredi off ou lundi off? Je prendrais vendredi parce que le lundi, c'est là qu'il faut setuper la semaine, Ouais. regarder les priorités, s'assurer que tout va partir dans le bon sens. Génial. Mm. Ben, c'est ce qui met fin officiellement à notre podcast. Merci Yes, beaucoup pour ta Merci à présence. vous. C'était tellement intéressant, de donner de la bonne information. Puis je suis sûre que ça va pouvoir servir à tous nos auditeurs. Vraiment, on aurait pu faire 3 podcasts de même 100%. avec toi. On va te C'est mon réinviter. numéro. Merci! Merci beaucoup, Alex. Merci.